et je vous partage le fichier bilan et ratio. Alors, le fichier, est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Oui. Parfait, merci. Oui. Alors, le fichier bilan et ratio est un fichier qui est composé de plusieurs onglets. Dans chacun des onglets, on va pouvoir noter les informations concernant un type d'information, mais sur plusieurs années, de façon à ce qu'on puisse les compiler et en faire la moyenne et ainsi dégager des ratios financiers que l'on va utiliser dans notre planification financière de retraite. Alors, on va avoir, par exemple, des onglets pour nos taux de rendement des placements, REER, SELI, épargne non enregistrée. Ensuite, pour la valeur de la maison, un bilan global qui reprend les informations pour nous montrer une idée globale de notre bilan financier. Ensuite, des graphiques, des onglets pour les revenus et les dépenses, des onglets qui rassemblent les ratios financiers, un sommaire, des indicateurs, ainsi que les pourcentages de décaissement obligatoire du REER. Alors, je commence immédiatement en vous montrant un onglet. Vous allez voir que tous les onglets sont structurés à peu près de la même façon. Alors, je vais commencer par vous montrer l'onglet le plus simple. Le plus simple, c'est l'onglet dans lequel on va inscrire les informations concernant notre maison. Alors, là, vous voyez un onglet, vous ne voyez peut-être pas le détail, mais je peux vous dire que chaque onglet est constitué de la même façon. Vous avez en haut le titre de l'onglet qui vous indique quelle est la nature de l'information que l'on va colliger dans cet onglet-là. Vous avez un peu en haut, vous avez la moyenne annuelle qui est calculée et cette moyenne-là est calculée à partir des données antérieures qui ont été calculées à partir de la ligne 10 jusqu'à la ligne 24. Et on a aussi une autre section, la section des prévisions, qui nous permet de faire une prévision pour les années à venir. À partir de cette prévision-là est calculée à partir de la moyenne qui a été calculée pour les années précédentes. Alors, je vous montre, j'agrandis un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir la nature des informations qui est inscrite. Alors donc, dans la section données antérieures, pour chacune des années, on a une ligne d'information tout simplement. Alors, on commence par inscrire la première année, à quoi elle correspond, à quelle année c'était et quel âge on avait cette année-là. Et toutes les autres années vont s'incrémenter automatiquement. Donc, c'est assez facile. On inscrit une donnée ici, c'est tout. Ensuite, la croissance, le montant de la croissance et le pourcentage de la valeur qui est augmenté est inscrit de façon automatiquement en calculant la valeur réelle. Alors, tout ce que vous avez à faire dans cet onglet-là, c'est d'inscrire la valeur réelle de la propriété que vous avez, soit une maison ou un condo, à la fin, au 31 décembre, au 1er janvier. Choisissez votre date. En fait, c'est lors de la production du compte de taxes municipales. Hein, la valeur de la propriété est inscrite sur le compte de taxes municipales. Alors, vous n'avez qu'à inscrire la valeur de la propriété lorsque vous recevez le compte, année après année, et le calcul du pourcentage d'augmentation se fait automatiquement et la moyenne est inscrite en haut à la ligne 5. Alors, tout ça, c'est très simple. Vous avez peu d'informations à inscrire pour calculer le ratio financier qu'on va réutiliser dans notre planification financière de retraite pour établir la valeur future de la maison, comment la maison va se comporter, comment la valeur de la maison va se comporter à l'avenir. Et dans les prévisions, pour les années à venir, vous voyez que le fichier a été fait en 2017 et les années à venir commençaient en 2018. Alors, c'est le même principe. Et là, le pourcentage d'augmentation n'est pas calculé, mais la valeur elle-même est établie. La valeur de l'augmentation est établie en fonction du pourcentage qui a été calculé dans les années précédentes. Et la maison continue à s'apprécier de façon automatique. Et dans ma planification financière de retraite, je prévoyais vendre la maison à l'âge de 80 ans. Donc, ça me permet de voir qu'à l'âge de 80 ans, la valeur de la maison sera de 338 000 $. Donc, je pourrais estimer ça dans ma planification financière de retraite. Alors, c'est un petit peu à ça que ça peut servir, les ratios financiers, à prévoir l'avenir. Alors, c'est l'onglet le plus simple. Les autres sont construits de la même façon.
mais étant donné qu'il y a plus de données à entrer, mais ça paraît un peu plus complexe. Je vais vous présenter maintenant un autre onglet qui n'est pas trop compliqué, c'est l'onglet dans lequel on entre l'information sur l'épargne non enregistrée. Alors, l'épargne non enregistrée, c'est notre compte, plutôt notre compte opération. J'aurais dû dire que c'est le compte opération. C'est le compte opération ici. J'ai mal noté la chose, c'est opération. Alors, c'est notre compte opération ici. Alors, le compte opération, l'une des caractéristiques de ce compte-là, c'est qu'on n'a pas d'intérêt, on n'a pas de revenu de placement avec ce compte-là. Donc, il n'y a pas de colonne pour calculer le revenu de placement. Ça nous permet simplement d'inscrire le solde au 31 décembre de chaque année dans notre compte opération, de façon à ce qu'on puisse l'ajouter et à ce qu'il puisse être ajouté dans notre bilan total dans l'onglet bilan. Alors, il va être inclus dans l'onglet bilan, tout simplement. Ensuite, on a le calcul du SELI. Alors, le calcul du SELI, vous vous souvenez qu'on avait 3 méthodes. Alors, ici, le fichier que j'ai utilisé, c'est pour la méthode simplifiée. Alors, il y en a 2 autres, un pour la méthode détaillée par date et un autre détaillé par mois. Donc, selon ce que vous avez choisi d'utiliser comme méthode, vous choisirez le fichier bilan et ratio financier approprié. Encore là, ici, ce fichier-là est divisé en 2 sections. Alors, vous avez une section ici, j'aurais dû indiquer, je vois qu'on n'est pas en haut tout à fait. Alors, le suivi du SELI, vous voyez qu'il est divisé encore en 2 périodes, la période données antérieures et la période prévision. C'est monté de la même façon. Et une autre caractéristique que j'ai rajoutée ici à droite, c'est que ce sont les explications. Alors, si les explications que je vous donne, vous ne vous en souvenez plus au moment où vous allez l'utiliser, toutes les explications sur le mode d'emploi sont toutes écrites. Alors, vous pourrez réviser ça facilement et réutiliser ça. Les directives à suivre ou le mode d'emploi pour la section données antérieures est situé ici. Les explications pour les données postérieures sont situées ici. Alors, ça va être facile pour vous à suivre. Je vais augmenter la taille des caractères pour vous permettre de voir la nature des informations dans chacune des colonnes. Alors, ça suit la même disposition, les mêmes colonnes que l'outil de calcul du rendement des placements. Alors, vous ne serez pas déçu de la chose. Et même si vous n'avez pas commencé à utiliser l'outil de suivi du calcul du rendement des placements, vous pourriez dire, bien, je vais l'utiliser directement ici. C'est la même chose. Donc, si l'autre, c'était pour un fichier plus pour vous permettre d'apprendre comment ça fonctionnait. Et ici, bien, si vous avez fait votre choix, bien, vous pourriez utiliser seulement la version bilan et ratio pour inscrire les résultats de vos placements. Ça va être calculé de la même façon. Alors voilà, donc vous avez à remplir ça. Et au moment où vous serez rendu à faire vos prévisions pour les années à venir, bien là, on va voir cette section-là un peu plus tard. Au moment, vers la fin de la séquence de formation, j'ai prévu, moi, des rencontres. Lorsqu'on aura terminé de voir Marathon, on va avoir d'autres rencontres, 2 autres rencontres qui vont nous permettre de voir comment on fait la révision annuelle de nos fichiers. Alors donc, on va faire un exercice où je vais vous présenter comment on fait la révision annuelle de notre fichier Marathon, qui est notre planification financière de retraite, et comment on fait la révision annuelle de nos fichiers de résultats annuels et de notre fichier bilan et ratio. Alors, cette section-là, ici, on va la revoir. Je vais vous montrer comment on fait la révision annuelle à ce moment-là. Je vais vous montrer comment on utilise les lignes plus éloignées là, à partir de la ligne 22. Alors, je vais vous montrer ça plus tard, mais si vous êtes un peu curieux, bien, elle s'est quand même expliquée à droite. Voilà. Pour le REER, c'est exactement la même. Oui, il y a une question. Bernard. Oui. Lise, je me pose la question, là, le fichier, celui-ci nous présente des années 2008 à la ligne 11, etc. Mais si on veut placer des années différentes, est-ce qu'on peut ajouter, supprimer des lignes sans problème? Là, je n'ai pas eu le temps de lire à droite ce qui était écrit. Peut-être que la réponse est là. Oui. Bon, supposons que toi, tu as commencé tu avais fait ta vérification et tu n'as que les données financières de tes placements qu'à partir de 2015. Alors, tu pourrais dire, ici, moi, à la ligne 11, je vais commencer à 2015. Alors, j'ai inscrit 2015. Et quel âge avais-tu en 2015? Mettons qu'en 2015, tu avais 60 ans. Alors,
toutes les autres années vont suivre ici. Et ici, on voit que c'est 2024. Alors, l'année suivante sera 2025 ici. 25. Et tu auras ici 70 ans. 70 ans. Alors, donc, c'est très facile à mettre à jour pour les autres éléments. Donc, c'est tout simple. OK. Alors, l'important, c'est de corriger l'année et l'âge dans dans les 2 premières sections et tout le reste va suivre. Tout à fait. On n'a pas besoin, dans les données antérieures, ce n'est pas antérieur à l'année 2021, exemple. Là. 2024, ce ne serait pas 2020. En fait, ça n'a pas d'importance. Oui, c'est qu'en fait, tu vas t'arrêter, toi, tu vas dire, ici, là, je n'ai plus les résultats. Donc, ici, je n'ai plus de résultats à inscrire. Je supprime ces informations-là ici, tout simplement, et je vais attendre. Mais les calculs, ton pourcentage ne sera plus bon ici parce qu'ici, il y a des divisions par 0. Alors, tu devras aussi supprimer les informations qui sont là pour que ton calcul du rendement moyen soit adéquat. D'accord. Parfait. Ça va pour ça? Oui. Bonne intervention, Lise. Merci beaucoup. Alors, excuse-moi. Oui, tu as une autre question? Oui, en fait, si on revient sur le panorama précédent. Si on fait ça, par contre, la colonne de droite là, qui parle des plafonds, elle ne suit pas, je pense, les années. Hein? En fait, oui, tout à fait. C'est une bonne intervention. C'est Michel? Non, c'est Régent. Régent. Alors, Régent, écoute, une bonne intervention, c'est que les montants autorisés ne sont pas les mêmes en 2016 qu'ils étaient en 2008 là, ou en 2009. Alors, donc, il faudra réviser aussi ces montants-là, qui sont les montants autorisés, c'est-à-dire les droits de cotisation au CELI pour chacune des années. Bonne intervention, Régent. Voilà. Ensuite, donc, on a la même disposition, les mêmes informations sont calculées. Et bon, tant qu'à faire, dans les colonnes K à N, que j'ai oublié de vous expliquer, on a le calcul du montant disponible. Alors, compte tenu qu'on a un montant qui est autorisé à chaque année, alors nos plafonds de cotisation et les dépôts qu'on fait vont influencer si on a un montant disponible que l'on n'a pas déposé. Par exemple, ici, si on a un montant autorisé de 5 000 $, mais qu'on ne cotise que 3 000 $, on va voir qu'à partir de l'année suivante, on a aussi un montant disponible de 2 000 $. Donc, ce qui n'a pas été réutilisé, et lorsqu'on va le rajouter l'année suivante, ben, on est rendu à 7 000 $. Alors, donc, ça peut se mettre à jour. Là, je vois que le calcul n'est pas parfait, mais l'idée, c'est de tenir à jour le montant disponible qu'on pourrait réutiliser à l'intérieur de notre CELI pour recotiser à nouveau si on a fait des retraits. Alors, mais je me rends compte que ma formule n'est pas parfaite, là. Alors, s'il y en a qui réutilisent ça, là, qui veulent me faire des suggestions, vous pourrez le faire. Je pourrais rajouter une correction à la version que je déposerai. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du REER, c'est la même chose. Alors, c'est divisé en 2 portions. La portion pour les données précédentes et les données à venir. Les colonnes sont à peu près les mêmes aussi. Je vais agrandir la taille des colonnes, la taille des caractères. Et on a, l'information à inscrire, c'est le solde au 31 décembre, le montant des dépôts ou des retraits. L'écart, le taux de rendement se calcule automatiquement et nos prévisions sont calculées un peu plus bas. Alors, on sait qu'on va décaisser. Il y a une partie du décaissement qui va être obligatoire à compter de 71 ans et on pourra avoir aussi des décaissements additionnels. Alors, je vous montre la section un peu plus basse, dans la section où on pourrait commencer à décaisser, comme ici, à 71 ans, les montants et les pourcentages de décaissement sont inscrits automatiquement avec une formule, tout simplement. Alors, les pourcentages étant inscrits, les montants sont déduits tout simplement et ça vient influencer là, ce qui vous reste, le décaissement total. Et un peu plus à droite, ce que je vois, c'est l'impôt à payer. Bougez pas. Oui, c'est l'impôt à payer et le montant net. Donc, au moment où vous ferez un décaissement, vous pourrez savoir qu'au taux d'imposition que vous avez,
Dans mon cas, ici, moi, j'ai indiqué c'est 40 %. Alors, l'impôt à prévoir et le montant net à partir du décaissement. Si vous décaissez un montant additionnel, bien, il sera ajouté. Si vous décaissez un montant additionnel, bon, je l'ajoute ici. Je vais à 5 000. Le montant total est inscrit et le montant à payer en impôt est aussi ajusté. Voilà. Alors, pour l'onglet REER, ça fonctionne bien comme ça. Pour ce qui est de l'onglet épargne non enregistrée, c'est la même chose. Alors, c'est le même fonctionnement, le même principe, sauf qu'on n'a pas à calculer les droits de cotisation comme dans le CELI ou encore le décaissement obligatoire à 71 ans. Donc, c'est un peu plus simple dans cet onglet-là ici. Là. On a simplement le solde qui est calculé, les montants du dépôt, les montants du retrait, ainsi que le calcul du rendement qui se fait automatiquement. Et les prévisions sont après. Si bien que dans la partie prévision, au moment où on prévoit vendre la maison, alors on peut dire, bien voici, au moment de la vente de la maison, le montant que je prévois obtenir, moins les frais de rénovation, les frais de déménagement, etc., qui sont estimés. Alors, le solde que je pourrais récupérer à ce moment-là, à l'âge de 82 ans, bien, est inscrit à 236 000 $. Alors, donc, le montant, je l'ajoute comme un dépôt à ce moment-là, 236 000 pour regarnir le compte d'épargne non enregistré. Voilà. Alors, donc, c'est les trois onglets là, pour le calcul des rendements des placements et la valeur des placements à chaque année. Donc, on dégage à partir de là nos moyennes. Et dans l'onglet calcul annuel, c'est un onglet qui vous permet de calculer le taux de rendement pour une année en particulier, lorsque dans une année, on a un retrait et un dépôt ou deux retraits et un dépôt. Lorsqu'on a plus qu'une transaction, lorsqu'on a plusieurs retraits, plusieurs dépôts, on va se servir de cet onglet-là pour calculer la valeur de notre taux de rendement et qu'on va reporter à ce moment-là dans l'onglet approprié. Si c'est le REER, on va reporter le pourcentage qui est indiqué ici, le taux de rendement annuel pondéré. On va le reporter dans l'onglet REER s'il y a lieu à la bonne année pour que le calcul se fasse correctement. Ensuite, on a l'onglet bilan. L'onglet bilan, c'est un onglet dans lequel les données qu'on a inscrites dans les onglets précédents sont simplement reportées automatiquement pour nous donner un portrait global de notre bilan financier année après année. Alors, on a donc les mêmes informations là, sur l'âge et tout ça. On a une colonne pour la maison, le REER, le CELI, l'épargne, l'opération épargne totale, l'écart annuel total. Le patrimoine, ça inclut les épargnes plus la valeur de la maison. Alors, ça veut dire notre patrimoine total, c'est la valeur de nos avoirs au complet avec le pourcentage d'augmentation annuelle ici. Alors, donc, on a nos pourcentages d'augmentation de la valeur de nos taux de rendement, si vous voulez, l'augmentation de la valeur et taux de rendement plutôt, ici, taux d'augmentation de la valeur de la maison, qu'on va pouvoir réutiliser dans notre planification financière très facilement à partir de là. Dans l'onglet graphique, on a plusieurs graphiques qui sont produits de façon automatique à partir des informations qui ont été colligées dans les onglets en question, en fait, dans l'onglet bilan. Alors, les informations qui sont dans l'onglet bilan servent à produire les graphiques. Alors, on a un premier graphique pour les données, pour les prévisions à droite et pour les rendements passés à gauche. Alors, donc, l'épargne, le CELI et le REER. Alors, vous voyez que le CELI a commencé un peu plus tard. Il a commencé en 2009. Alors, vous voyez qu'il démarre plus tard. Alors, vous voyez les courbes d'augmentation, les économies et le patrimoine, l'ensemble de nos placements et le patrimoine en vert, le patrimoine inclut les placements et la maison. Et à droite, ce que vous voyez, bien, ce sont les éléments pour les valeurs futures. Alors, le REER, l'épargne et le CELI
en valeur future. Vous voyez qu'il y a un décaissement qui commence à des années différentes. Ne prenez pas les valeurs que j'ai utilisées pour projeter votre propre décaissement. Là. Ce sont des valeurs bidons qui sont entrées là. Alors, ce n'est pas la bonne stratégie à utiliser normalement. On ne décaisserait pas le CELI aussitôt. On décaisserait le CELI en dernier normalement. Alors, donc, ce ne sont que des exemples qui sont là. Alors, vous voyez qu'à un moment donné, ben, on a décaissé l'entièreté de nos revenus, de nos épargnes. Les valeurs, là, les prévisions, économie et patrimoine. L'épargne et le patrimoine au complet. Alors voilà, maintenant, on a un autre onglet qui nous permet d'inscrire année après année les informations concernant les revenus. Alors, on a nos revenus de type, ici à gauche, là, éventuellement salaire, revenus de placement, autres revenus, les revenus de rente, PSV, REGOP, RRQ, les revenus totaux, l'écart et les ventes de placement s'il y a lieu, parce que nos ventes de placement constituent des revenus qu'on utilise aussi. Alors donc, une année donnée, on pourrait avoir vendu des placements et ça va être ajouté à nos revenus totaux. Alors, vous voyez que c'est calculé comme ça. Concernant les dépenses, c'est un peu la même façon. Pour chacune des années, on a nos dépenses annuelles qui sont ventilées là, en deux catégories, les dépenses essentielles et les dépenses optionnelles. Toujours, les taux de variation sont situés dans le haut, comme ici, l'augmentation annuelle moyenne des dépenses est de 4 %, tandis que pour les revenus, l'augmentation annuelle des revenus est située à 0,31, alors la moyenne. Alors, c'est à cause du fait qu'il y a une baisse de revenus au moment de la retraite aussi. Là. Voilà. Ensuite, on a l'onglet budget. L'onglet budget, c'est un onglet dans lequel on peut décomposer ou ventiler pour chacune des années nos dépenses par catégorie de notre budget. Alors, les mêmes catégories financières de budget qu'on a utilisées, on pourrait les reproduire ici et indiquer les montants totaux, de sorte qu'on aura dans le tableau 1 les montants annuels de revenus et de dépenses par catégorie budgétaire. Et dans le tableau 2, c'est la répartition des dépenses par catégorie budgétaire. Donc, c'est le pourcentage de nos dépenses par catégorie budgétaire. Comme on voit ici, là, que nos dépenses en habitation tournent autour de entre 16, 18 et 13 % là, selon les années. Ça joue dans ces eaux-là. Le mobilier, la nourriture, etc., on les voit comme ça. Nos revenus, c'est la même chose. On les a ici là, en pourcentage des revenus. C'est le pourcentage par rapport aux dépenses. Hein. Ici, c'est la répartition par rapport aux dépenses. Le tableau 3, c'est la répartition des dépenses par rapport aux revenus. Alors, l'habitation correspond à 15 % des revenus en l'an 2001. C'est ce que ça indique ici. Là. Voilà. Les informations sont là. Et on a l'écart. L'écart, c'est intéressant à voir parce que c'est l'écart entre les revenus et les dépenses. Ça nous indique notre pourcentage d'épargne. C'est l'épargne qu'on fait à chaque année. Là. Alors, voilà. C'est un peu la façon de calculer ces éléments. Alors, maintenant, on a un autre onglet portant sur les ratios. Les ratios, qu'est-ce que c'est? C'est une comparaison de deux chiffres, deux valeurs. Alors, on peut comparer ce qu'on veut, les valeurs qu'on veut suivre. On peut donc les choisir. Alors, je vais vous indiquer la façon dont ça fonctionne. Alors, dans les colonnes de gauche, de D jusqu'à L, ce sont les valeurs qu'on utilise pour calculer nos ratios. Alors, on a ici, on veut suivre quoi? On veut suivre les revenus imposables, les déductions à la source, l'impôt fédéral, provincial, les retours d'impôt, l'impôt total, le revenu net et les dépenses et l'épargne. C'est ce qu'on veut suivre. Et on va être capable de se faire des ratios financiers à partir de ça. Alors, si vous voulez suivre autre chose, vous indiquez ce que vous voulez suivre, vous allez chercher les informations appropriées à l'aide d'une formule. Simplement, la formule fait en sorte que vous allez chercher les données dans les onglets précédents et ça va se calculer tout seul. Et vous aurez ensuite, dans les colonnes de droite, les ratios financiers. Alors, vous pouvez voir la proportion, par exemple, des déductions par rapport au revenu brut, l'impôt total par rapport au revenu brut,
c'est sur l'impôt fédéral, tout ça, les dépenses par rapport au revenu net et l'épargne par rapport au revenu net, l'épargne par rapport au revenu brut. Donc, vous l'avez là, année par année. Et on a des moyennes qui sont calculées en haut. Vous pouvez choisir ce que vous voulez suivre. Ensuite, l'onglet sommaire, qui est un onglet qui nous donne les résultats sommaires année par année. Alors, on a donc le revenu total, les revenus imposables et l'impôt, le revenu net, nos dépenses. Donc, on a simplement 5 lignes, 5 informations avec l'écart et le décaissement aussi qu'on a rajouté. Alors, c'est un peu comme un sommaire de nos résultats annuels sur le plan financier avec nos prévisions. Le dernier onglet, en fait, l'avant-dernier onglet, c'est un onglet qui est fort intéressant et fort important aussi. C'est l'onglet sur les indicateurs. Et c'est cet onglet-là qui va nous servir au moment où on va vouloir transférer l'information dans notre planification financière de retraite dans le logiciel Marathon, si on utilise Marathon. Alors, je vous agrandis la taille des caractères. Dans les colonnes de gauche, c'est toujours les années. Dans les colonnes D à G, ce qu'on voit, c'est le taux d'inflation annuel au Canada. Alors, on a la colonne D, le taux d'inflation annuel au Canada, au Québec, pour la RMR de Montréal et la RMR de Québec. Et on a en haut la moyenne des taux calculés là, pour la moyenne à partir de la première année qui est là, jusqu'à la dernière année listée, c'est en 2017. Donc, la moyenne est inscrite en haut. L'information est là. Si vous voulez avoir les taux des années suivantes, ben, je vous ai aussi donné là, dans les références l'adresse web ou de Statistique Canada, l'adresse web du tableau CanSIM où les informations sont calculées, les taux annuels d'inflation sont calculés et sont diffusés sur Internet. Alors, vous pourrez aller les mettre à jour année après année, si vous le souhaitez. Et vous constatez que le taux annuel d'inflation au Canada est différent des taux au Québec. En général, il y a une différence d'environ entre 1 et 2 points de pourcentage entre le taux d'inflation au Canada et le taux d'inflation au Québec. La raison de ça, c'est qu'au Québec, notre économie est un peu moins bonne. Là. Les économistes pourront vous donner plus de détails là-dessus. Mais sachez que pour la planification financière de retraite, ça nous permet de distinguer les deux, puisque le taux d'inflation au Canada sert à calculer l'augmentation de nos prestations de rente, PSV, PSV, RRQ ainsi que notre REGOP, tandis que nos dépenses, bien, ce sont les dépenses qu'on fait dans notre région la plupart du temps. Donc, vous pourriez avoir dans votre logiciel de planification financière de retraite des taux distincts pour vos revenus et pour vos dépenses. À droite, ce qu'on voit à partir de la colonne I et suivante, là, ce qu'on voit, ce sont les pourcentages d'augmentation annuelle de nos revenus qui ont été calculés dans les onglets précédents. C'est donc des formules qui sont inscrites là, qui ne font que reporter l'information qui était là précédemment. Vous voyez que les années qui sont inscrites en rouge sont les années négatives, donc c'est facile à repérer lorsque c'est négatif. Et vous avez encore là le taux annuel d'augmentation moyen là, par année. Donc, taux d'augmentation annuel moyen pour les revenus, les dépenses, le REER, le SELI, etc. Vous les avez tous ici. Et ces taux-là, vous pourrez les réutiliser dans votre planification financière de retraite. Et on a un peu plus bas, on a des graphiques qui nous permettent d'analyser, de voir la situation pour chacune des années qui sont comparées. On a quelques graphiques, taux d'inflation au Québec et l'épargne ici, taux d'inflation au Québec, revenus et dépenses. Alors, il y en a plusieurs graphiques. Ce sera à vous de voir quel graphique vous intéresse pour faire votre analyse. Il y en a quelques-uns. Et à la toute fin, on a un onglet qui présente simplement les taux de décaissement obligatoires par année selon l'âge. Et ces taux-là varient, bien sûr. Et ils sont utilisés dans les formules
dans l'onglet REER. Ils sont utilisés pour faciliter le transfert d'informations. Alors voilà, je vais maintenant, j'ai parcouru l'ensemble des onglets. Je vais cesser le partage du document. J'aurais des questions. Oui, bien sûr, oui. Je vais cesser l'enregistrement et je vais prendre des questions de façon séparée.